tous sur cette nouvelle capsule vidéo sur les voies d'administration des médicaments. La voie d'administration des médicaments, en fait, c'est l'introduction du médicament ou du principe actif dans l'organisme de différentes manières. Les principales voies d'administration des médicaments sont nombreuses, comme on peut le voir sur cette image. Nous avons la voie orale ou pérose, buccale, où le médicament principe actif va passer dans le tube digestif avant de subir une absorption aussi bien au niveau de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin. Des fois, il va passer dans la veine porte avant de se trouver dans le foie, où il sera métabolisé sous l'action d'enzymes hépatiques et se retrouver dans la circulation sanguine avec une diminution de son efficacité et de sa biodisponibilité. Nous avons également des voies transmuqueuses, c'est-à-dire à travers les muqueuses de l'organisme, la voie sublinguale. Elle est consacrée aux médicaments de petite taille qu'on met sous la langue. Cette voie, elle est différente de la voie orale. Tout simplement, elle a un avantage, c'est qu'elle ne perd pas de son efficacité parce qu'il n'y a pas de premier passage hépatique. Son action est rapide, le médicament se trouve directement dans la circulation sanguine. Nous avons la voie rectale, la voie pulmonaire, la voie oculaire, auriculaire, la voie parentérale, intramusculaire, intradermique, sous-cutanée. En première partie, nous allons développer l'étude de la voie orale, ou buccale, ou pérose. La majorité des médicaments sont produits en fait sous cette voie orale. 70 à 80% des médicaments sont sous cette voie. Le médicament, en fait, il va subir, dès qu'il entre dans le tube digestif, il va subir une absorption à différents niveaux. Au niveau de l'estomac, bien entendu, on sait que l'estomac, il y a une sécrétion de l'acide chlorhydrique, ce qui fait que cet estomac a un pH qui est acide et que tous les médicaments, en fait, acides vont perdre à ce niveau-là de leur absorption. L'absorption par l'intestin grêle, l'intestin grêle il est constitué de plusieurs villosités intestinales et une grande vascularisation. À ce niveau-là, l'absorption est très importante de médicaments. Mais il y a le cas de certains médicaments qui ne traversent pas la barrière intestinale. Ce sont la grande famille des sulfamides qui ont une action intestinale locale et quelques antibiotiques tels que la néomycine. L'absorption au niveau de gros intestin, elle est peu importante. Il n'y a pas une absorption importante au niveau du gros intestin. La voie orale, bien sûr, elle présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Parmi les avantages de cette voie orale, son administration, bien entendu, est facile et elle est bien tolérée par la majorité et qu'on peut utiliser des doses élevées en une seule fois. Parmi les inconvénients, le problème essentiel de la voie orale ou pérose, c'est que les médicaments, le principe actif, il passe par la veine porte vers le foie. Et au niveau du foie, il va être métabolisé sous l'action d'enzymes hépatiques avant de se retrouver dans la circulation sanguine pour exercer son activité thérapeutique. Ce phénomène, on l'appelle l'effet de premier passage hépatique et au cours de ce phénomène de premier passage hépatique, le médicament perd de son efficacité puisqu'il va subir une diminution au niveau de sa biodisponibilité. D'où l'activité de ce médicament est fortement diminuée. Autre chose, c'est qu'il y a des fois dans ce médicament, il y a le principe actif, il peut irriter le tube digestif. Certains médicaments qui peuvent irriter le tube digestif, ce sont les anti-inflammatoires, stéroïdiens et non stéroïdiens. Les non stéroïdiens, ce sont les corticoïdes. D'autres, il y a l'action qui, normalement, quand le médicament passe par voie orale, l'action n'est pas rapide. Il y a un certain temps de latence qui est plus ou moins important. Des fois, l'absorption est incomplète, voire nulle chez certains sulfamides et les sels métalliques.
Le problème également de l'odeur et du goût. Des fois, lorsque le principe actif il peut avoir une odeur désagréable, un goût désagréable. C'est pour cette raison-là que on utilise certains excipients qui ont euh, des excipients aromatisants pour camoufler cette mauvaise odeur ou son mauvais goût. Et des fois, on ne peut pas utiliser cette voie orale lorsque la personne présente des nausées, des vomissements. Sinon, si on l'utilise chez une personne qui a les nausées et les vomissements, l'activité sera nulle du principe actif. Et également, il faut être très attentif, surtout chez les enfants, lors de l'utilisation de cette voie orale, surtout en cas de fausse route. Les différentes formes d'administration des médicaments par voie orale. On a soit des formes galéniques solides ou des formes galéniques liquides. Parmi les formes galéniques solides, nous avons les comprimés, les gélules, les granules, les poudres également, les comprimés effervescents. Les liquides également peuvent être utilisés par voie orale. C'est la forme galénique sous forme de sirop, d'ampoules, de suspension buvable et des huiles également utilisées par voie orale. La deuxième voie d'administration des médicaments, ce sont les voies transcutanées ou plus exactement parentérales ou les injectables. Cette voie parentérale présente également des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, bien sûr, l'action du médicament est rapide. Il y a un passage immédiat, bien sûr, dans l'organisme. Et le médicament ne passe pas dans le tube digestif. Il ne va pas subir l'effet du premier passage hépatique. Il ne sera pas détruit par les enzymes hépatiques et intestinales. Et également, on peut avoir une action locale au lieu désiré lorsqu'on on peut faire une injection directement au niveau du lieu désiré. C'est une voie très importante, très utilisée lorsque le malade est inconscient. Et il ne peut pas, bien entendu, il est incapable d'avaler. Parmi les inconvénients de cette voie parentérale, le problème, c'est des fois l'injection, c'est normal, et cet inconvénient, il est dû à l'injection qui est douloureuse, et que cette injection également peut entraîner un risque infectieux, surtout lorsque on n'a pas effectué une asepsie au préalable. Et il y a le fameux problème en cas d'injection également, d'injection répétée. Les suspensions injectables également ne peuvent être administrées que par voie des fois intramusculaire, les suspensions bien sûr injectables, et que on ne peut pas, bien entendu, injecter des produits irritants parce on va léser la veine. Et la durée d'action du médicament est courte, surtout après administration intraveineuse. Et ces médicaments, bien entendu, administrés par voie parentérale, devraient être stériles et apyrogènes. C'est tout à fait normal. La première voie parentérale, c'est la voie intraveineuse. C'est la voie d'urgence. L'action du médicament est rapide. L'action est rapide parce qu'il y a une pénétration directe du médicament dans le sang. L'aiguille, il est à biseau court et on obtient un effet immédiat dans les 15 secondes. Cette injection, bien sûr, elle se fait soit à la seringue, qui est un biseau court, ou bien par perfusion. Par perfusion lorsque les volumes sont importants. Pour cette voie intraveineuse, on ne peut pas administrer des solutions aqueuses ou des émulsions. Pardon, on ne doit administrer que des solutions aqueuses ou des émulsions. Le lieu d'injection, bien sûr, au pli du coude, au niveau de la veine de la main ou du poignet. Et cette voie est surtout utilisée lorsque le médicament n'est pas toléré par voie sous-cutanée ou intramusculaire et que le médicament
le principe actif n'est pas absorbé également par la voie digestive. Et les traitements d'urgence, lorsqu'il faut agir rapidement, par voie intraveineuse, il faut faire très attention parce qu'on ne devrait pas injecter les liquides qui sont irritants pour la veine. Et on ne peut pas injecter également les suspensions et les solutions qui sont huileuses, uniquement des solutions aqueuses et des substances qui contiennent un précipité dans la seringue. Parmi les inconvénients de la voie intraveineuse, c'est que cette dernière, elle doit être réalisée par un infirmier spécialisé et également par un médecin. Et l'injection est souvent douloureuse et elle nécessite une asepsie totale parce qu'elle risque également d'entraîner des risques de surdosage. La deuxième voie parentérale, c'est la voie intramusculaire. Le lieu d'injection, il se fait dans le cadran supéro-externe de la fesse pour éviter de toucher bien sûr le nerf sciatique. Et elle permet également d'injecter des solutions et suspensions huileuses cette fois-ci. Les principaux inconvénients, il y a un risque en fait de piqûre vasculaire. Donc normalement pour éviter ceci, il faut toujours aspirer avant d'injecter pour vérifier que l'on n'est pas dans un vaisseau. Un risque de piqûre nerveuse, c'est-à-dire un risque de toucher un nerf, et risque d'infection, de formation d'abcès au lieu d'injection. La contre-indication essentielle, importante, chez les patients bien sûr qui sont sous anticoagulants, parce qu'il y a un risque important d'hémorragie à ce niveau-là. Une autre voie parentérale, c'est la voie sous-cutanée. Cette dernière, on administre surtout des médicaments en solution aqueuse isotonique. L'administration se fait sous la peau dans le tissu conjonctif, c'est-à-dire au niveau du ventre, de l'épaule, la cuisse, et avec une aiguille à biseau court cette fois-ci. Et c'est une voie qui est utilisée pour obtenir une action qui est lente du médicament. On utilise cette voie sous-cutanée surtout en particulier pour l'insuline, l'adrénaline, l'héparine de bas poids moléculaire et les vaccins aussi, on les utilise par voie sous-cutanée. Mais tout de même présente des inconvénients. Parmi les inconvénients, toujours l'injection est douloureuse, ça c'est sûr. Et elle peut être à l'origine de la formation d'abcès tout simplement parce que il s'agit d'une injection et que le volume injecté doit être peu important. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire une injection très importante de liquide, un volume très important, très élevé. Des fois, par voie sous-cutanée, on peut introduire des comprimés d'implantation qu'on appelle également les implants. Ils sont stériles. On les place sous la peau après avoir effectué une petite incision. Et ces médicaments administrés par cette voie sont surtout des hormones, telles que l'acétate de désoxycorticostérone. Une autre voie parentérale, c'est la voie intrarachidienne et épidurale. La voie intrarachidienne, elle est utilisée pour avoir une action locale au niveau des méninges, en cas de méningite bien entendu. Et elle est aussi employée lorsqu'on veut effectuer une anesthésie rachidienne. La voie péridurale, quant à elle, elle est administrée dans la dure mère. Et elle permet de réaliser l'anesthésie de la région ici du petit bassin et même des membres inférieurs. Les différentes formes d'administration des médicaments par voie parentérale, soit sous forme de solution et suspension injectable, on les trouve sous forme d'ampoules et de flacons.
Les voies transmuqueuses, c'est-à-dire que le médicament va traverser les muqueuses de l'organisme. Nous avons la voie perlinguale. La voie perlinguale, on administre par cette voie les petits comprimés que l'on place sous la langue, des solutions également aqueuses ou alcooliques et des granules. C'est une voie d'administration qui est facile et pratique et rapide parce que qu'elle permet une pénétration directe du médicament. Il passe directement dans la circulation générale sans passer par le foie, donc on évite en quelque sorte l'effet de premier passage hépatique et on évite de diminuer l'efficacité du médicament. Et il s'agit d'une voie d'urgence dans le traitement également de la crise d'Angor par l'usage de la trinitrine sous la langue en sublingual. La voie rectale, la muqueuse rectale, on sait très bien qu'elle est très vascularisée et on peut à ce niveau-là obtenir soit une action générale ou une action locale au niveau rectal. Les formes d'administration par cette voie, on peut trouver soit des suppositoires, des lavements, des pommades rectales. Bien entendu, nous avons des avantages et des inconvénients en utilisant cette voie d'administration, qui est la voie rectale. Parmi les avantages, le médicament ne subit ni l'action des enzymes, il ne va pas subir l'action des enzymes digestives ni hépatiques, et également il ne va pas subir l'action de l'acide chlorhydrique gastrique, donc il ne sera pas dégradé à ce niveau-là parce qu'il ne passe pas par le tube digestif. Et que cette voie, elle est commode chez l'enfant et le nourrissant. Et chez les personnes qui sont nauséeux, inconscients et incapables d'avaler les médicaments. Parmi les inconvénients, tout simplement, elle peut provoquer une irritation au niveau local et une ulcération de la muqueuse rectale. Des fois, le patient la juge désagréable. Mais le problème aussi, c'est qu'elle n'évite pas le premier passage hépatique. Quand on utilise la voie rectale, le médicament peut passer par la voie hépatique et il y aura une diminution de son efficacité également. La voie vaginale, tous les médicaments en fait qui sont utilisés par cette voie sont destinés à une action locale au niveau vaginal. Parce que, en fait, la muqueuse vaginale est une muqueuse qui est faiblement perméable. On peut utiliser à ce niveau-là soit les formes pharmaceutiques telles que les ovules, les comprimés vaginaux, les crèmes, les gelées vaginales et les capsules vaginales. La voie oculaire, au niveau de l'œil, les médicaments à ce niveau-là, ils sont très bien contrôlés et stériles. Et les formes d'administration sont les collyres, les pommades ophtalmiques et les inserts ophtalmiques. La voie nasale, au niveau en fait du nez, on l'utilise pour traiter en fait localement les affections de la sphère nasale sous forme de poudre, de pommade ou de solution. Elle présente également des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages de la voie nasale, nous savons très bien que cette cavité nasale est très vascularisée et donc cette voie nasale également, elle peut être utilisée comme une alternative à la voie orale si on désire un effet rapide et également si le médicament est très dégradé au niveau du tube digestif ou dans le foie. Et également, les médicaments qui présentent une faible capacité d'absorption peuvent aussi être administrés par cette voie. Parmi les inconvénients de la voie nasale, elle est appropriée pour des médicaments qui sont puissants. Parce que seul un volume limité peut être pulvérisé dans la cavité nasale
et que bien sûr les médicaments qui sont administrés par voie nasale peuvent entraîner un risque d'effet nocif sur l'épithélium nasal à long terme. L'usage de la voie nasale, il est bien sûr limité à une courte durée. La voie auriculaire, au niveau de l'oreille et du conduit auditif. La forme pharmaceutique utilisée, ce sont les gouttes auriculaires et les lavages. Ils sont également stériles. On trouve également des médicaments à visée qui sont dirigés pour détruire en fait le bouchon de cérumen ou qui ont une activité anti-inflammatoire ou antalgique contre la douleur, et même on peut trouver sous cette forme des antibiotiques pour le traitement anti-infectieux. La dernière, en fait pas la dernière, mais la voie également d'administration des médicaments, la voie cutanée et percutanée. Si on désire également avoir une action locale, et aussi bien locale que générale. Pour la voie cutanée, on obtient une action locale et superficielle du médicament sous forme de friction et de massage. Et si on désire une voie percutanée, la percutanée, il y a une certaine diffusion générale par passage au niveau de la circulation. Parmi les formes pharmaceutiques utilisées pour la voie cutanée, les crèmes, les pommades, les gels, les dispositifs transdermiques. Mais l'inconvénient majeur de la voie cutanée, c'est le risque d'hypersensibilité, surtout en cas d'utilisation de patchs dû à l'adhésif. La voie pulmonaire, nous savons que l'arc pulmonaire est très vascularisé et on l'utilise pour en fait pour faire absorber tous les gaz tels que l'oxygène ou bien le chloroforme et l'éther. Et c'est une voie qui permet également une absorption rapide du médicament et une action non seulement rapide mais également locale. Et on peut administrer les médicaments sous forme d'aérosol. Et également, on peut administrer sous cette voie pulmonaire un grand nombre de médicaments tels que les sulfamides, les antibiotiques, les anti-asthmatiques et j'en passe. C'est-à-dire qu'on administre les médicaments sous forme d'aérosol, c'est-à-dire c'est quoi un aérosol? Et bien tout simplement, c'est un brouillard de fines particules médicamenteuses qui traversent le poumon. Et on les utilise soit par des nébulisateurs ou encore par des inhalateurs. C'est le cas de poudre sèche. Pour l'action en fait locale, il s'agit d'une action pulmonaire locale. Si on désire une action locale pulmonaire ou une action générale, lorsqu'on utilise les anesthésiques par voie générale. La voie intradermique, cette voie intradermique, en fait, lorsqu'elle est utilisée pour un principe actif dont il faut apprécier facilement la réaction à l'injection, on obtient un résultat qui n'est pas immédiat. Et cette méthode est surtout utilisée en immunothérapie pour le BCG et en antigénothérapie de diagnostic cutané, l'intradermoréaction et la thyroberculine. Les critères, quels sont les critères de choix de la voie d'administration? Comment on peut choisir la voie d'administration de tel ou tel médicament? Il y a 3 types de critères, des critères cliniques, pharmacologiques et physico-chimiques. Parmi les critères cliniques, c'est le principal critère clinique, c'est la notion d'urgence. C'est-à-dire le délai d'action court du médicament. On utilise la voie parentérale intraveineuse surtout pour avoir une action rapide d'urgence. La voie sublinguale également. Et pour avoir une action rapide d'urgence, la voie pulmonaire locale surtout en cas d'asthme lors de l'usage du salbutamol. Et également comme critère clinique, ici à présent, de pathologies qui ne sont pas urgentes. Par exemple, les affections chroniques.
On utilise la voie orale avec une forme galénique qui facilite l'observance du traitement, surtout les formes à libération prolongée. Et en cas d'affection psychiatrique, on utilise les formes injectables à libération prolongée pour permettre l'observance chez les patients qui sont difficiles, les neuroleptiques retards. Les critères pharmacologiques, normalement, si le principal actif est détruit par le tube digestif, c'est le cas de l'insuline, ou qui n'est pas résorbé par le tube digestif, on doit l'utiliser par voie parentérale, ça c'est sûr. Les critères physiopathologiques, on a l'âge, c'est-à-dire que la voie orale, on l'utilise chez les sujets âgés, et la voie, par exemple, rectale, surtout utilisée chez les nourrissons et les enfants. Les pathologies associées, s'il y a des pathologies associées. La voie parentérale est utilisée chez les patients, par exemple, qui ne peuvent pas avaler, qui sont inconscients ou bien qui sont comateux, qui présentent une pathologie ORL. Merci.